Bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Lépinois, qui est président et directeur général de HP France. Arnaud Lépinois, bonjour. Bonjour Guy. Alors, nous commençons toujours par une question d'actualité, votre actualité à vous, qui concerne, je dirais, un événement, une tendance qui a retenu votre attention et qui est évidemment liée à notre secteur. Donc, qu'est-ce qui, parmi les multiples événements qui ont pu intervenir, qu'est-ce qui a pu retenir votre attention? Ouais, effectivement Guy, vous avez raison, beaucoup de choses dans la semaine. Je vais passer sur la énième cyberattaque qu'on a connue dans les grandes entreprises. Je vais me focaliser cette semaine, si vous le souhaitez, sur le nombre d'annonces incroyables que Xiaomi a fait sur le marché en quelques jours. Ils ont fait une conférence sur 2 jours avec un ensemble d'innovations incroyables et je vais mettre l'emphase sur celle qui m'a pas surpris le plus, mais qui a peut-être pris de court pas mal de ses grands compétiteurs. C'est évidemment l'annonce autour de la voiture et l'investissement de quasiment 10 milliards d'euros sur 10 ans pour construire une voiture et donc je dirais prendre de court un petit peu toutes les annonces qu'on aurait pu entendre ou les fuites qu'on aurait pu voir de chez Apple ou d'autres. Donc c'est intéressant de voir à quelle vitesse les investissements technologiques se font pour pouvoir, je dirais, rentrer dans cette course un petit peu effrénée à comment est-ce que la voiture électrique devient un petit peu le pilier des joueurs technologiques beaucoup plus que des constructeurs automobiles historiques. Et alors d'ailleurs, cette annonce s'inscrit je dirais, dans une période un peu troublée. Et c'est dans les périodes troublées que finalement il y a un renouvellement des acteurs, où les acteurs historiques sont un peu bousculés par les nouveaux prétendants. C'est un petit peu ça ce qui se passe en ce moment. C'est clairement ce qui se passe et c'est clairement un challenge pour bon nombre d'industriels de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent garder leur savoir-faire parce qu'évidemment, même si je pense que le président Xiaomi a fait une petite blague en disant qu'une voiture, c'est une voiture électrique, c'était un téléphone à roulettes, je pense qu'on est dans la perception. L'industrie de l'automobile a des règles, des savoir-faire que les fabricants de smartphones n'ont pas encore. Donc, il va falloir qu'ils travaillent un petit peu quand même pour atteindre le niveau d'excellence, de fiabilité et de sécurité des éléments automobiles. Donc, c'est vrai, il y a une course, mais il y a aussi une grosse dichotomie entre un industriel des technologies et un industriel, je dirais, de l'automobile. Alors, on va parler d'HP, mais avant de parler, je dirais, de vos offres particulières, on va parler d'HP en tant qu'entreprise. Et donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est finalement, bon, on est dans cette crise sanitaire là depuis un an, et on n'en est pas encore sorti. On nous annonce le bout du tunnel, mais on ne le voit pas encore. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fonctionné pendant toute cette période, comment vous vous êtes organisé, est-ce que ça a été facile et comment vous arrivez à tenir la distance? Parce que finalement, c'est un peu ça le problème qui est posé en ce moment, c'est tenir la distance. Vous avez tout à fait raison et c'est pas une période facile. Alors après, pour les grands acteurs des technologies qui étaient souvent déjà habitués à ce qu'on appelait l'ultramobilité, c'est-à-dire à des gens qui se déplacent, qui étaient équipés et qui avaient déjà des habitudes entre guillemets de télétravail, soit à cause des scopes géographiques, soit à cause des tranches horaires dans lesquelles les groupes industriels travaillent à travers la planète. Donc cette transition vers le télétravail s'est faite, je dirais, presque en douceur. Ceci étant, vous avez raison, ça fait un an que ça dure, ou même un peu plus que ça dure, et on est reparti avec les annonces qu'on a vécues cette semaine. Là aussi, dans une période encore un petit peu difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, tous nos bureaux sont fermés. Alors, on a quelques équipes qui continuent d'aller voir quelques clients stratégiques en maintenance ou en assurer le support des grands produits, je dirais industriels que l'on a, notamment au niveau des presses et de l'impression. Ceci étant, on travaille à distance, toute l'équipe, depuis maintenant plus d'1 an. Et évidemment, au niveau de l'engagement, évidemment, au niveau de la fatigue digitale, ça se fait sentir. On a lancé un certain nombre de programmes pour forcer les gens à se déconnecter, prendre du temps dans la journée et essayer quelque part de casser des rythmes un peu effrénés que l'on vit dans toute la journée en enchaînant call sur call, Zoom sur Zoom, Teams sur Teams, qui est extrêmement difficile. Et l'engagement avec les clients, avec les partenaires, là aussi, il est difficile. Donc,
on a vu que ça fonctionne, donc on a des perspectives pour travailler différemment demain. Il y a des choses qui marchent bien. Je trouve que certains meetings, quand on est très nombreux, sont plus efficaces avec les respects de parole, l'organisation, le suivi de l'agenda sont plus efficaces. Et à l'inverse, on a perdu ce qui nous inspire tous un petit peu, c'est-à-dire cet échange social, ces relations humaines, les discussions de la machine à café, qui sont tellement enrichissantes et tellement importantes pour nous tous, que ça devient un moment un peu pénible. Et j'espère que grâce à la fois à la vaccination et au respect de toutes ces règles et de tous les sacrifices qu'on aura fait dans ces derniers mois, qu'on va voir le bout du tunnel dans les semaines et les mois à venir, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de retourner, je dirais, travailler ensemble. Et dans les aspects de co-construction et de collaboration, ça reste quand même extrêmement laborieux. Et donc, on a, je dirais, collectivement un vrai besoin de se retrouver. Mais alors donc ça veut dire que finalement, quand on retrouvera une situation normale ou quasi normale, vous allez garder une sorte euh, de fonctionnement hybride, c'est-à-dire un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ce qu'on a connu là en mode télétravail et puis tout l'aspect social qui sera retrouvé avec le retour dans les entreprises. C'est un peu ça ce que vous allez essayer d'organiser? Oui, et je vais surtout essayer de pas de faire de généralité. Chaque individu est différent. Chaque individu a un contexte social, familial, de job qui va lui permettre ou pas de faire ce télétravail de manière assumée, peut-être parfois plus efficace et parfois beaucoup moins efficace. Donc, je veux pas commencer à imaginer des modèles où on sera tous X jours par semaine. D'ailleurs, quand on regarde les études, certaines disent tout le monde veut un jour par semaine, d'autres disent tout le monde veut 3 jours par Hmm. semaine. Et en fait, la moyenne des moyennes ne marche pas dans ces cas-là. Ce qui compte, c'est d'avoir un système flexible, hybride, permettant à tout le monde d'adapter ses usages personnels et son environnement familial et son environnement géographique avec son job et de pouvoir finalement demain choisir le meilleur de l'hybridation des modes de travail dans un flex office ou dans une approche complètement hybride, mais individualisée parce que je ne crois pas vraiment aux grandes formules de on va tous faire 2 jours ou tous faire 3 jours parce que ça devient très difficile à gérer, évidemment. Et aujourd'hui, le D'accord. télétravail Alors, fonctionne bien parce qu'on est tous en télétravail. Demain, quand on va être en partie en télétravail et en partie en hybride, on verra qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne pourra plus faire demain. Donc, il faut garder un tout petit peu d'humilité sur les modèles du futur parce que je pense que là, on a vécu de manière forcée une contrainte en télétravail, mais l'hybridation n'est pas quelque chose de facile à trouver. Et donc, j'ai beaucoup d'humilité sur les modèles de travail de demain parce que il ne faut pas qu'on soit amnésique et qu'on revienne comme c'était avant non plus. Mais je pense qu'on va prendre un petit peu de temps à trouver les bons dosages. très bien. Alors, on va parler donc HP maintenant en tant que fournisseur de PC et de systèmes d'impression. On va commencer par les PC. Alors, il se trouve que l'année 2020 a été une bonne année dans ce domaine puisque on a dépassé les 300 millions d'unités. Je crois que c'est le meilleur niveau depuis une dizaine d'années. Donc tous les fournisseurs en ont bénéficié. Donc vous vous situez un peu à la deuxième place, hein, derrière Lenovo, ça dépend en fonction des chiffres IDC ou Gartner. Mais finalement, il y a peut-être eu une modification dans la structure de ce marché, c'est-à-dire que ce regain sur le marché des PC en général, je suppose qu'il s'est traduit plutôt sur le marché des particuliers. Donc est-ce que finalement, cette déstabilisation, cette réorganisation entre marché particulier et marché entreprise, est-ce que ça a entraîné déjà, un, est-ce que vous l'avez constaté, et deux, est-ce que ça a des conséquences, je dirais, importantes sur vous, sur votre offre? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans cette question, mais évidemment qu'on a constaté une augmentation très forte de la demande. Je vais prendre deux chiffres. Vous avez cité le 300 millions en 2020. En 2019, on était à 240 millions d'unités fabriquées à l'échelle mondiale. On attend pour 2021 une demande aux alentours des 365 millions d'unités, tout constructeur confondu, tout type de machine confondu. Ça veut dire 1 million de PC par jour en cours de fabrication. Et juste incroyable, avec un deuxième constat, un transfert évident du desktop, donc du PC fixe, vers le laptop, c'est-à-dire la mobilité, pour adapter les usages dont on vient de parler. Donc on a une énorme transition du PC de bureau vers du PC mobile, et dans cette équation du PC mobile,
Évidemment que l'équilibre entre le portefeuille client grand public, le portefeuille client grand compte et PME qui fait la richesse du portefeuille d'HP en fait. La force d'HP, c'est l'équilibre de son portefeuille de produits, mais surtout l'équilibre de son portefeuille de clients à travers un réseau de partenaires extrêmement agile. Et on a vu en fait cette demande grandir à peu près dans tous les segments. Et évidemment que les équipements à la maison, on est passé d'une philosophie d'un équipement par foyer à un équipement par personne. Parce que quand vous êtes 3 ou 4 à la maison et que vous avez des enfants en télééducation, évidemment que le taux d'équipement de tous les membres de la famille grandit vite. Donc on a vu une énorme demande sur cette partie, je dirais, grand public et consommation. Néanmoins, on a vu aussi beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes à ces transitions au télétravail. Et donc là aussi, on a une demande incroyable sur les comptes corporate. Alors, beaucoup dans les comptes publics, beaucoup sur le segment petite et moyenne entreprise, un petit peu moins sur le segment des entreprises par définition qui étaient déjà prêtes, entre guillemets, parce qu'elles avaient déjà investi dans la mobilité, mais aussi celles qui ont été fortement impactées par cette. Je pense à l'aéronautique, à la restauration, à l'hôtellerie, évidemment, tous ces grands sujets, ces grandes industries qui ont été fortement frappées. On pourrait rajouter l'automobile, évidemment, où on a vu des consommations se réduire un petit peu en termes de consommation de PC. Donc, un marché extrêmement tendu parce que, évidemment, cette demande croissante n'avait pas été anticipée par les fabricants de composants non plus. Donc, on a aujourd'hui d'énormes difficultés à fournir la demande. Vous le voyez partout. C'est pas juste dans l'IT. C'est vrai même dans l'automobile. C'est vrai à peu près dans les aspirateurs, dans l'électroménager. Il y a une crise des composants semi-conducteurs qui est majeure et qui fait qu'on a des rythmes de production, malgré le fait qu'on n'ait jamais produit autant de PC, on a des rythmes de production qui ne conviennent pas et qui ne permettent pas de fournir la demande aussi rapidement que ce qu'on le souhaiterait évidemment. Alors, ce qui veut dire que la répartition entre le grand public et le marché entreprise est restée à peu près stable, ou est-ce qu'il y a malgré tout eu un infléchissement vers le marché grand public? Non, je pense qu'elle est restée relativement stable parce qu'il y a eu une forte demande des entreprises malgré tout. D'accord. Et aussi parce que le modèle de consommation de PC, il y a un parc qui a, je dirais, une moyenne d'âge et qui est beaucoup plus hétérogène sur le grand public. On a eu une demande très forte, c'est évident, le grand public, mais je pourrais pas dire que j'ai vu des basculements du grand public vers enfin, du grand compte vers le grand public. C'est pas aussi simple que ça. Les deux ont fait des croissances et taux de croissance très élevés, mais il n'y a pas eu de grand shift, grande bascule. D'accord. Alors, une question justement un peu abrupte sur les PC. D'ailleurs, vous disiez que on passe d'un PC par foyer à un PC par personne. Finalement, c'est un peu le phénomène qu'on a connu avec le téléphone. Au départ, il y avait un téléphone par foyer. Maintenant, il y a un téléphone par personne. Donc, c'est un phénomène un peu comparable. Mais si on utilise, hein, vous comme nous, des PC depuis maintenant des dizaines d'années. Et si on prend le cas des portables qu'on utilise au quotidien, on a l'impression d'avoir en face de nous à peu près les mêmes machines. C'est-à-dire, bon, elles sont peut-être un peu plus puissantes, un petit peu plus ergonomiques, un peu plus légères, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une innovation phénoménale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, ou est-ce que finalement vous, vous êtes un peu en contradiction et vous pourriez dire oui, mais si je vous donnais un PC d'il y a 10 ans, bah, vous verriez qu'il y a quand même une sacrée différence. Donc, comment vous vous situez un peu dans face à cette question? J'allais effectivement vous proposer de faire ce test-là, de rouvrir votre vieux PC d'il y a 10 ans pour voir un peu la différence. Non, vous avez raison. Il y a eu beaucoup de. Et les différences les plus importantes, et croyez-moi, il y a eu d'énormes investissements, elles sont à l'intérieur de la machine et on ne les voit pas forcément. Je m'explique. Euh, Évidemment, on a des écrans de plus haute résolution, avec de HD, tactile, etc. Donc l'expérience de l'interaction avec la machine a changé. La machine en elle-même, elle a toujours les mêmes types de composants et évidemment plus de capacité, plus de puissance, plus de vitesse, blablabla, blablabla. Mais les éléments qui, à mon sens, sont des éléments majeurs dans les investissements qu'on a fait en recherche et développement sur les PC d'aujourd'hui, ils viennent évidemment de l'ergonomie du poste, de l'efficacité du poste, mais aussi d'une dimension RSE très forte. Toute l'éco-conception, le nombre de produits recyclables, la recyclabilité de chacun des produits, l'utilisation de matériaux comme le magnésium, l'utilisation de matériaux comme on a pu le lancer avec du plastique océanique, font de ces équipements, des équipements qui sont de plus en plus légers aussi,
et qui travaillent avec un impact ou une externalité, je dirais, sur notre planète beaucoup plus favorable que ce qu'il ne l'était il y a quelques années. Les consommations d'énergie baissent drastiquement. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à des éléments qu'on ne voit moins, c'est-à-dire des centaines d'intelligences artificielles qui s'exécutent et qui font en sorte que lorsque vous prenez votre machine, que vous la mettez sur les genoux, on va détecter que c'est un usage différent, on va ralentir la machine pour pas que ça chauffe. On va détecter, quand on est dans un élément de collaboration comme on le fait aujourd'hui, de redonner un peu plus de puissance sur l'usage de la voix et de la vidéo, les périphériques associés. On va évidemment associer toute la mobilité de l'équipement puisqu'ils sont plus connectés et donc aujourd'hui ils sont évidemment Wi-Fi mais ils sont aussi 4G, bientôt 5G. Donc cette connectivité a beaucoup évolué et concernant les machines HP, il y a un élément qui a beaucoup évolué aussi, c'est des chips de sécurité spécifiques que l'on met dans les machines pour protéger nos équipements contre ces fameuses cyberattaques dont on parlait en introduction, où là on a massivement investi avec des technologies complètement propriétaires HP pour sécuriser les matériels, protéger les BIOS, protéger les couches basses pour éviter finalement de laisser la porte ouverte à tout type d'attaque. Et dans ce cadre, en fait, toutes ces innovations, elles sont évidemment autour de l'intelligence artificielle, des composants dédiés dans le matériel et une expérience significativement enrichie, notamment pour les besoins de la collaboration, dont on voit aujourd'hui les bénéfices avec des caméras de meilleure qualité, avec des systèmes de son, l'annulation d'écho, de bruit ambiant. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est là que vous verrez la différence majeure avec les PC d'il y a 10 ans. Alors, finalement, pour reprendre une formule d'un fournisseur de processeurs bien connu, on pourrait dire innovation inside, c'est-à-dire qu'en fait, tel que vous l'avez décrite, il y a tout un tas d'innovations qu'on ne voit pas, mais qui sont bien réelles. Et donc, il serait peut-être intéressant de les mettre en avant et de faire comprendre qu'elles existent malgré tout, quoi. On s'en rend pas compte, C'est mais vrai. elles sont bien là. Elles Alors, existent, vous il avez y a un raison. Et autre. en même temps, les gens qui achètent les PC, on se fiche un petit peu de comment on les fabrique. Ce qu'ils veulent, c'est l'usage. Et ce qu'ils veulent, c'est Bien concentrer sûr. l'usage. Est-ce que l'usage correspond à leurs besoins? Et en fait, on voit aujourd'hui, on est en train de travailler en recherche sur des matériaux qu'on va pouvoir désinfecter et enlever des virus au sens, pour le coup, propre du terme, pour pouvoir justement permettre aussi d'avoir des équipements. Et on apprend de la situation, même dans la recherche et développement informatique, on verra qu'on a mis en place des logiciels et des applications concrètes sur les matériaux pour pouvoir nettoyer nos machines, désinfecter nos machines, sans avoir évidemment d'interaction ou de dysfonctionnement associés aux produits qu'on utilise pour désinfecter. Et tout ça, c'est grâce aux laboratoires de R&D qui sont, je dirais, plus que allumés en ce moment pour pouvoir continuer à lancer beaucoup d'innovations. Alors, sur le marché des PC, il y a un segment qui est en train de décoller réellement. C'est celui des Chromebooks. Alors, bientôt, il va y avoir Windows 10X qui va arriver. D'ailleurs, vous pourrez nous dire si vous avez déjà des machines prêtes avec Windows 10X. Mais ça a commencé il y a une dizaine d'années, hein, les Chromebooks, on en parle depuis un moment. Ça a mis du temps à démarrer. Et l'année dernière, c'était quand même 10% du marché, donc ça devient significatif. Est-ce que vous pensez que ça va s'installer dans la durée et prendre une part significative, ou est-ce que qui est lié finalement à la possibilité, à la connectivité qui est désormais rendue possible avec à la fois, vous l'avez mentionné, la 4G, la 5G, le Wi-Fi, enfin il y a tout un tas de possibilités. Ou est-ce que c'est un phénomène comme on l'a connu, vous vous souvenez des netbooks, on parlait un nouveau segment finalement qui s'est éteint de lui-même. Est-ce que là, on est dans une nouvelle phase avec vraiment un segment de marché durable et qui va prendre beaucoup plus de place qu'on ne l'a connu par le passé? Alors, d'abord, j'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans le futur, mais si je regarde les tendances et les acquis aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à croire que c'est un phénomène qui va rester. Le marché du Chromebook, il se déploie et il se développe à la vitesse de nos capacités à déployer, on l'a dit, la connectivité, puisqu'on parle de plateformes connectées, mais aussi les applications cloud et l'ensemble des usages qui vont permettre de faciliter, là aussi, l'expérience pour des utilisateurs. Et c'est marrant parce qu'on voit sur certains marchés des situations d'évolution assez différentes concernant l'évolution du Chromebook, puisque en Amérique du Nord ou dans les pays anglo-saxons, ce sont des vrais booms, ce sont des vraies plateformes qui ont, surtout pendant le Covid, été extrêmement utilisées dans le milieu de l'éducation, parfaitement adaptées à ces usages.
En France, on a quelques grands comptes qui ont fait la transition vers les environnements Chromebook, et là, on voit que c'est plus compliqué. C'est-à-dire que tous les outils d'industrialisation de l'environnement du poste de travail sont pas encore tous complètement ajustés pour pouvoir déployer à l'échelle massive dans les grandes organisations ces plateformes. Mais ça arrive, et on voit les investissements forts que fait Google en synergie avec l'ensemble de l'écosystème pour permettre justement d'intégrer ces nouveaux équipements comme des environnements tablettes, comme des environnements smartphones dans un écosystème contrôlé, sécurisé pour l'entreprise. Ceci étant, je disais dans l'éducation, c'est le segment pour lequel aujourd'hui on a une croissance incroyable sur ces plateformes. Et là, je pense que c'est fait pour durer. Et il y a plein d'applications qui continuent de se développer. Donc, ma vision, c'est qu'on retournera pas en arrière. C'est pas une lubie de quelques semaines. Google met des moyens énormes derrière pour supporter la transition vers la connectivité et vers les applications cloud. Donc, il y a plein de cas d'usage pour lesquels ça suffirait, je dirais, entre guillemets. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté le Chromebook, on voit qu'on a des expériences qui sont beaucoup plus proches des environnements tablettes, avec des choses extrêmement aisées. Le niveau de formation pour prendre en main une plateforme Chromebook est facilité. Et donc, je dirais, c'est vraiment une question d'usage et d'expérience et de coût d'exploitation, puisque dans la durée, on verra, je dirais, avec les retours d'expérience qu'on commence à mettre en œuvre, on verra dans les mois à venir, mais avec des coûts d'exploitation et un total cost of ownership qui, du coup, est un peu réduit là aussi. Et alors, quand est-ce que vous comptez proposer vos premières machines Windows 10X et comment vous voyez ce sous-segment s'organiser entre ces deux grands concurrents, si je puis dire? Ouais, on n'a pas de produit officiel Windows 10X aujourd'hui en marché, très clairement. Beaucoup de tests, beaucoup d'échanges évidemment avec Microsoft, qui est un très gros partenaire d'HP. On a travaillé avec eux pour l'optimisation. On a été dans les premières plateformes Chromebook aussi, hein, donc on avait déjà anticipé je dirais, cette transition des usages. Euh, est-ce que j'ai le moyen aujourd'hui d'avoir un avis euh, définitif, ou en tous les cas suffisamment judicieux et pertinent pour vous dire que comment cette guerre va se mener? En fait, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul complet sur la D'accord. plateforme 10X pour comprendre s'il va y avoir vraiment une guerre et quels vont être les usages. Parce qu'on voit que ce qui freine le déploiement de Chromebook dans certains contextes professionnels, est-ce que 10X va pas avoir en fait la même contrainte versus un environnement Windows 10 traditionnel qui, là aussi, quand même, apporte aujourd'hui la réponse à la plupart des besoins des grandes entreprises et des petites entreprises, avec une productivité du poste, avec des modes déconnectés, avec des capacités de compute locales et de gestion de données locales qui sont quand même euh, une grande partie des usages d'aujourd'hui. Mais alors, vous, quand est-ce que vous pensez pouvoir proposer les premières machines 10X de manière officielle? Honnêtement, j'ai pas de date à vous fournir, mais je pense que D'accord. ça sera courant 2000. Je vois pas dans les roadmaps Dans le courant de actuels l'année. de plateforme dans le courant de l'année, voire plutôt fin d'année, je pense. D'accord. Alors maintenant, parlons du marché des imprimantes, enfin des systèmes d'impression, on peut dire. Là, c'est plutôt moins favorable, si je puis dire. J'ai regardé dans la répartition de votre chiffre d'affaires, je crois que ça représente la vente de systèmes, c'est 12%, et puis la vente des consommables, c'est 20%. D'ailleurs, c'est un peu le phénomène du rasoir, avec l'effet inversé qui est que malgré tout, la technologie, c'est plus dans le rasoir que dans les lames, contrairement à ce qu'on constate sur le rasoir. Mais là, il y a quand même un gros problème, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les imprimantes qui sont dans les entreprises, elles fonctionnent au ralenti depuis un an. Et donc, il est vraisemblable que les entreprises ne vont pas passer commande de nouveaux systèmes d'impression. Donc, je dirais que les perspectives ne sont pas très très bonnes. Et puis, deuxième volet, est-ce que vous pouvez nous rappeler vous avez fait des annonces en juillet dernier dans le domaine des services managés. Et est-ce que dans le contexte actuel, là encore, c'est propice pour renouveler ce genre de service que vous proposez aux entreprises alors qu'elles fonctionnent au ralenti, en local, bien sûr, dans le domaine, dans les entreprises elles-mêmes? Vous avez raison sur une partie, parce qu'on regarde les solutions d'impression avec un prisme entreprise. En fait, HP
Je le disais, peut-être le mot qu'on va retenir aujourd'hui, c'est l'équilibre. On a parlé d'équilibre du portefeuille de clients avec les consommateurs, la grande distribution, les grands comptes, le SMB. Bah, en fait, sur le print, c'est pareil. On a un équilibre de portefeuille entre ce qu'on appelle le home printing, qui sont toutes les solutions d'impression à la maison, dans lesquelles nous sommes largement leader mondial, et les solutions d'office printing, qui sont les grandes solutions de manager de solutions d'impression au sens large du terme. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'évidemment, nos offres et la demande autour des solutions d'office printing se sont mécaniquement, je dirais, un peu grippées parce que personne dans les bureaux, bah, pas d'impression au bureau. Sauf que les segments de marché sur lesquels HP est présent avec ces solutions-là, c'est plutôt dans le SMB, plutôt dans les petites entreprises et moyennes entreprises, et quelques très grands comptes, notamment qui ont des réseaux de distribution, et le business s'est pas vraiment arrêté dans cette activité. Donc notre activité Office Printing, quand vous regardez les chiffres, a beaucoup moins été affectée durant la crise que ont pu l'être certains de nos compétiteurs qui ne travaillaient qu'avec des très grandes entreprises ou sur des très gros parcs. Notre activité, non seulement elle a été moins impactée, elle s'est plutôt bien tenue, et je dirais même que des clients en ont profité pour relancer des dossiers et réfléchir aux solutions d'impression de demain, avec évidemment la prise en charge d'une hybridation des sujets, comme on l'a vu pour le télétravail. Comment je repense ma solution d'impression entre à quel moment la personne qui est au bureau ou à la maison a besoin d'imprimer. Et donc, on a lancé, vous l'avez noté, des solutions de type Flex Worker qui vont nous permettre de manager, et ça, c'est aussi grâce à notre, je dirais, présence dans le domaine du home printing, puisqu'on est capable de fournir des imprimantes à la maison. On en a énormément aujourd'hui. Et là, déjà, dans le monde des services, nos offres Instant Ink, qui étaient en place depuis quelques années, ont triplé leur nombre d'abonnés durant la phase Covid. Et évidemment, on continue à grandir autour des offres de souscription sur les cartouches à la maison, qui offrent évidemment je dirais, la tranquillité de ne pas tomber en panne de consommables, mais en même temps, évidemment, des offres en termes de compétitivité qui sont plus importantes que d'aller acheter ces cartouches traditionnellement. Ceci étant, ces offres de souscription qui étaient dédiées aux particuliers, eh ben, en fait, elles rentrent dans le milieu de l'entreprise elles aussi. Et donc, cette offre Flex Worker, c'est comment je gère de manière hybride à la fois des modèles de souscription lorsque je suis à la maison et lorsque je suis au bureau, de manière 100% managée, avec le même niveau de fiabilité, de contrôle, de sécurité, parce que une imprimante, c'est aussi un objet connecté au réseau, et donc il faut aussi sécuriser ses équipements. Et là, on a des réponses pertinentes, et on est un des rares constructeurs, là aussi, à pouvoir définir une offre hybride entre des modèles grand public et des modèles entreprises, avec des modèles de souscription pertinents et des applications dans cloud. Il y a eu beaucoup d'investissements autour de la gestion et de la manageabilité de ces devices dans le temps. Et donc là, il y a beaucoup de solutions qui approchent. Mais alors donc finalement ces services managés hybrides, hein, on a bien compris comment ça fonctionnait. Finalement c'est en réaction par rapport à la situation et la crise sanitaire qu'on a connue, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissiez déjà depuis un certain temps avant la crise, ou est-ce que ça a été accéléré, je dirais, par le phénomène de la Covid? En fait, vous avez raison, ça a été anticipé en R&D, c'est des choses qu'on regardait depuis un petit moment, et c'est sûr que la situation n'a fait qu'accélérer notre capacité à propulser ces offres avec les bons niveaux, les bons outils, parce qu'elles sont pas simples en termes de gestion, elles sont pas simples en termes de plateforme et d'outils, donc on a repriorisé un certain nombre d'investissements, mais très clairement, aujourd'hui, elles sont prêtes, et on est, je dirais pas dire le seul, mais un des rares en tous les cas, opérateurs dans ce domaine-là, à pouvoir proposer ces services de bout en bout. D'accord. Alors, toujours dans le domaine de l'impression, mais en changeant un tout petit peu, en parlant de l'imprimante 3D, donc système d'impression 3D, dont on parle là aussi depuis pas mal de temps. Au tout début, il y avait il y avait un très fort enthousiasme. En gros, on allait pouvoir produire tout un tas de choses. Est-ce que la réalité d'aujourd'hui est vraiment celle-là? C'est-à-dire, est-ce que finalement, les promesses qu'on avait faites avec l'impression 3D au début, elles ont été tenues. Et est-ce que vous pourriez me citer, je dirais, une ou deux applications
d'impression 3D, mais vraiment industrielle, c'est-à-dire pas imprimer 3 prototypes et pour montrer que ça fonctionne, mais vraiment au niveau industriel. Est-ce que vous avez des exemples qui permettent de montrer que finalement ça marche vraiment? Alors, vous avez raison, ça a été un peu long à démarrer pour plein de raisons. Évidemment, des raisons technologiques, mais aussi des raisons réglementaires et des raisons de cas d'usage. Il faut trouver les bons cas d'usage pour pouvoir assurer que cette technologie, avec le produit fini, les traitements, les post-traitements nécessaires pour pouvoir en faire une pièce définitive à l'usage, soit complètement adaptée à des besoins de production de petites et moyennes séries pour être très compétitif, très agile. Le cœur de la 3D, c'est la notion de personnalisation. Et on est en train d'opérer une transformation, je dirais, au sein d'HP, où plutôt que de vendre des imprimantes 3D, on a décidé de faire des choix et de faire des partenariats au niveau mondial et devenir un industriel. C'est-à-dire de pouvoir proposer non plus des imprimantes, mais des produits finis à un écosystème de partenaires qui utiliseraient et de clients qui utiliseraient ces produits et ces pièces pour pouvoir les intégrer dans leurs produits, je dirais, finis à eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre quelques exemples. On a quatre segments, trois, quatre segments qui sont importants. Le premier, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'orthoptique, c'est-à-dire des prothèses qui sont par définition personnalisées. Il n'y a rien de plus personnel qu'un corps humain. Donc pouvoir scanner un corps et construire une orthèse adaptée en fonction évidemment de la pathologie du corps et de l'usage, ben, c'est des segments sur lesquels là on travaille déjà avec beaucoup de partenaires. On en a en France avec Chabloz, on en a à l'étranger, et c'est des partenaires avec qui ça fonctionne plutôt bien parce que très clairement la 3D est identifiée. On est sur des séries qui sont juste parfaites pour pouvoir produire. Et dans un bac, en fait, que je fasse 100 fois la même pièce ou 100 pièces personnalisées, en 3D, c'est pareil. Et c'est le vrai avantage de cette capacité industrielle, contrairement à d'autres capacités où quand je veux fabriquer 100 pièces, c'est 100 fois la même. Le deuxième élément sur lequel on a beaucoup investi, c'est la notion de packaging. Aujourd'hui, en 3D, on fabrique les moules qui vont nous permettre de faire vous voyez, cette pâte cellulose que l'on voit aujourd'hui dans l'emballage, qui supprime le polystyrène, qui supprime les plastiques à usage unique. Donc là, toujours dans notre démarche de développement durable, ces pâtes cellulose, elles sont extrêmement agiles et très efficaces dans le monde, dans l'univers du transport et du packaging. Et donc, on a décidé de verticaliser là aussi une approche où on fabrique les moules localement à proximité des industriels pour leur permettre d'avoir des solutions de packaging très très agiles à faible coût et surtout avec un impact environnemental qui est 100 fois plus positif que le polystyrène évidemment. L'autre perspective dans laquelle on regarde l'impression 3D, c'est le sportswear. On travaille avec des industriels en sportswear, on fera des annonces certainement dans les mois à venir, pour fabriquer des semelles de chaussures en 3D et avoir la capacité à avoir là aussi des appuis et des réactions de la semelle adaptées aux usages et donc personnalisées. Et enfin, un environnement industriel, et je vais prendre un exemple très concret qu'on a lancé il y a quelques semaines en arrière avec beaucoup de travail. C'est un consortium, et dans la façon dans toute cette industrie, c'est des consortiums. Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre de bout en bout à la fois la recherche et développement, l'innovation technologique, la fabrication, la post-production et la distribution, puisqu'on est sur des pièces qui sont par définition des ensembles technologiques et industriels. L'exemple en question, c'est avec les opticiens Atoll. Une start-up, Abeille, a étudié le comportement de l'œil pour les enfants dyslexiques et s'est aperçu qu'ils avaient les moyens de recaler en fait le schéma optique de la vision pour pouvoir permettre aux enfants dyslexiques d'adapter en fait la lecture et les lettres et de recaler en fait cette vision. Eh ben Abeille on a travaillé avec Abeille, Atoll et HP et aujourd'hui on fabrique, mais c'est des lunettes que vous trouverez en magasin, des lunettes en 3D, c'est 9 pièces 3D de haute précision qui sont fabriquées sur des imprimantes 3D, intégrant les technologies de microélectronique développées par Abeille, le tout distribué par Atoll. Et on a démarré avec les enfants, on poursuit avec les adultes, et croyez-moi, les retours sont incroyables aujourd'hui. Et là aussi, c'est ultra personnalisé parce que la lunette, là aussi, c'est un élément quand même assez personnel. Et on a réussi à intégrer les technologies dans l'injection 3D pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une lunette qui soit entièrement, je dirais, standardisée par rapport à ce que vous avez imaginé et sans avoir des gros trucs, des verrues technologiques qui viennent se greffer dans la lunette.
Voilà un exemple concret et industriel. Et le dernier que je vais prendre, c'est lié à la crise. On fabrique en ce moment à peu près 100 000 écouvillons par semaine en 3D. Donc, quand on me dit qu'il n'y a pas d'application concrète, avec des volumes industriels qui permettent aujourd'hui de produire. D'accord. Mais alors ça veut dire que par rapport, je dirais, au modèle initial que vous aviez prévu, qui était de vous de fabriquer des imprimantes 3D et de les vendre, vous êtes devenu vous-même un industriel de l'impression 3D et donc vous fournissez ce service dans le cadre des consortiums que vous avez présentés. Donc c'est vraiment un changement de stratégie assez radical quand même. C'est un changement de paradigme très fort, vous l'avez noté. C'est une décision, en fait, c'est pour accélérer cette transition vers l'impression localisée, à proximité industrielle, parce qu'on voit bien que juste en fournissant la machine, ça suffit pas. Il faut qu'on prenne un petit peu le leadership sur cet écosystème et qu'on arrive avec la force de frappe industrielle, avec la force de frappe mondiale en termes de logistique d'HP et des cas d'usage très particuliers si on veut, je dirais, lancer et propulser cette fabrication 3D à des échelles industrielles de grande envergure, il faut qu'on prenne un peu le leadership et c'est ce qu'on a décidé de faire. Et c'est aussi un changement profond dans nos modèles industriels puisque on n'est plus un revendeur mais bien un industriel. Très bien. Alors, deux points assez brefs que je voulais aborder avec vous pour finir cet entretien. Le premier, c'est le plan de restructuration que vous aviez annoncé je crois que c'est en octobre ou novembre 2019. Est-ce il est, parce que souvent on les annonce et puis après, ben, malgré tout, il faut du temps pour les mettre en œuvre. Est-ce qu'il est au niveau de la filiale française, est-ce qu'il est définitivement entériné? Et le deuxième point, une question un petit peu directe, c'est est-ce que 6 ans après, vous pensez que la scission de HP en deux entreprises, hein, HP d'un côté et HP Inc. de l'autre, est-ce que finalement c'était une bonne idée? Alors, d'abord, je vais faire une petite précision, c'est pas un plan de restructuration qui a été annoncé, mais un plan de réorganisation. C'est-à-dire, c'est une réorganisation de l'activité pour pouvoir, au niveau mondial, évidemment dans laquelle la France était intégrée, qui nous permettait en fait, de revoir un petit peu l'organisation interne d'HP Inc. Post-scission, on va dire. Puisque, comme vous l'avez dit, 2015, séparation. Il a fallu, en quelques mois, créer des environnements informatiques, des environnements de production, des logistiques, des environnements de R&D séparés. Et donc, ça a pris un peu de temps. Pendant 2, 3 ans, bah, il a fallu vivre avec cet écosystème pour se faire en sorte de continuer à relancer la machine industrielle, puisqu'en fait, faut garder à l'esprit que la première, je dirais, raison à cette scission d'entreprise, c'était de redonner à chaque filiale les moyens d'investir dans leur domaine pour reprendre du leadership dans leur domaine et être autonome. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, HP Inc. a réinvesti avec ses propres fonds dans la recherche et développement. Et on envoie les résultats dans le monde du personal system, on envoie les résultats dans le monde du print, on a vu arriver l'impression 3D, on va voir arriver dans les semaines à venir ce qu'on appelle le microfluidique dans le monde de la santé. Et tout ça, c'est grâce à cette capacité d'autofinancement de notre investissement sur la base de la performance de l'entreprise. Et il a juste à regarder le cours de l'action d'HP Inc. Sur les 5 dernières années ou 6 dernières années pour comprendre que quand on est sorti Oui. post-issue aux alentours des $15, elle est à plus de 31 ou $32 aujourd'hui. Donc on voit que le marché, l'entreprise a regagné non seulement en agilité, en croissance, elle se développe et surtout en capacité à développer des nouveaux produits sur des nouveaux segments et des nouveaux marchés. Et pour faire ça, Mais eh bien, alors, il fallait une organisation. d'accord. Alors, avant que vous répondiez à la deuxième question, il y avait quand même dans ce plan, alors de réorganisation, je veux bien, mais il y avait quand même une réduction d'emplois de 7 à 9 000, je crois, de mémoire. Donc, est-ce que ça s'est traduit sur HP France et sur combien de postes? Ça s'est traduit principalement sur nos structures mondiales, donc pas tellement sur HP France en tant que tel, puisque c'est toutes nos structures qu'on avait imaginées dans les plaques régionales, hein, ces fameuses couches, ces fameux niveaux d'organisation Europe, Asie-Pacifique, Américaine, dans lesquels il y avait beaucoup de monde qui résidait pour essayer de piloter localement l'exécution. Et en fait, c'est toute cette dimension-là qui a disparu à l'échelle mondiale. Donc la France a été assez peu impactée dans cette organisation-là, dans cette réorganisation puisque en fait le but c'est de dire on a créé à la place de 3 grandes régions, on a créé 10 marchés pour être beaucoup plus agile. Aujourd'hui, la France fait partie du marché de l'Europe du Sud avec l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Et donc, on a une agilité locale avec un rattachement direct à nos équipes mondiales pour pouvoir
avoir une vraie capacité d'exécution locale, mais de manière coordonnée, avec une certaine consistance, et ne plus laisser à chaque région, je dirais, de recréer des mini-boîtes dans la boîte. Hein. On a souvent cette tendance-là dans le temps. Hein. Si vous laissez une organisation dériver, chacun reprend son mauvais syndrome du village gaulois. Et là l'idée était bien de redonner une capacité d'exécution locale tout en ayant de la consistance au niveau mondial pour pouvoir exécuter cette transformation qui est la nôtre. On a beaucoup investi dans notre SI, on a renouvelé nos ERP, on a renouvelé tous nos back-office dans une transformation numérique. On est exclusivement data-driven aujourd'hui et ces capacités industrielles sous-jacentes, on ne pouvait pas les faire si on n'avait pas préalablement remis un petit peu, je dirais, d'alignement dans toutes ces régions et dans tous ces marchés. Alors, finalement, j'ai l'impression que vous avez déjà répondu à la deuxième question. J'ai répondu à la deuxième question. Ok, très bien. Bah, écoutez, je Bien, pense que la réponse a été claire. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Lépinois, pour cet entretien. Merci. merci beaucoup, Guy.